Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu d'où venaient les crises financières et comment ces crises financières pouvaient provoquer une crise économique. Car en effet, crise financière et crise économique, ce n'est pas exactement la même chose, même si c'est souvent lié. La question qui se pose ensuite, naturellement, c'est comment réguler le système financier. Car, je vous rappelle, on a vu vite fait dans l'introduction que le système financier et la globalisation financière plus précisément avaient de clairs avantages en termes d'augmentation de la productivité et donc de baisse des coûts des activités financières et une meilleure allocation des ressources. Comment est-ce qu'on peut essayer de bénéficier de ces avantages sans avoir ces inconvénients en termes de risque de crise économique? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Dans cette perspective, nous allons voir deux stratégies que peuvent adopter les pouvoirs publics et notamment les banques centrales afin de réguler le système financier. En effet, les banques centrales, en tant que banque des banques, notamment en tant que prêteurs en dernier ressort en cas de crise financière, ont un rôle particulièrement important dans la régulation du système financier. Alors, prêteur en dernier ressort, cela signifie que si jamais il y a une crise financière et notamment une crise qui touche les banques, c'est la banque centrale qui a la capacité, en dernier ressort, en dernier recours, de façon ultime, de prêter de l'argent aux banques, voire de leur donner de l'argent pour les sauver et leur éviter la faillite individuellement, mais aussi éviter du coup un effondrement du système financier. Le problème, et on l'a vu, c'est que cela cause alors une situation d'aléa moral. Donc logiquement, ce rôle de prêteur en dernier ressort est compensé par un rôle de gendarme de la finance, gendarme des banques, afin de réguler et d'éviter qu'il y ait des prises de risque qui soient excessives et qui débouchent sur une crise financière. La première chose qu'il convient alors de faire, c'est de limiter la prise de risque par les acteurs financiers. Vous créez une situation d'aléa moral, vous allez ensuite mettre en place des contrôles pour éviter que les acteurs financiers prennent trop de risques. Première façon de contrôler la prise de risque des acteurs financiers et de réguler leur activité, contrôler leur solvabilité. Alors on va commencer par définir cette notion de solvabilité, naturellement. La solvabilité d'un acteur désigne sa capacité à avoir assez d'actifs pour pouvoir rembourser ses dettes. Je répète, la solvabilité d'un acteur désigne sa capacité à avoir assez d'actifs pour pouvoir rembourser ses dettes. En l'occurrence, dans le cadre des accords de Bâle, on a adopté un ratio de solvabilité que doivent respecter donc notamment les banques, c'est-à-dire que le ratio fonds propres sur crédit accordé doit être au moins égal à 8%. Donc les fonds propres doivent représenter au moins 8% de l'ensemble des crédits accordés. Si une banque décide d'accorder un crédit de 100 000 euros, elle doit avoir dans ses fonds propres un minimum de 8 000 euros. Alors, pour bien comprendre cette notion de ratio de solvabilité, on a parlé aussi d'actifs dans la notion de solvabilité, on parle de fonds propres, on va revenir sur un document qui s'appelle le bilan comptable, qui représente en gros la situation d'une entreprise, par exemple d'une banque, à un moment donné. Donc, le bilan comptable, c'est un des deux grands documents qu'on utilise en comptabilité avec le compte de résultat. Le compte de résultat, il détaille en gros les activités qui se sont passées lors d'une certaine période, et donc on considère souvent que c'est un film, alors que le bilan comptable, voilà, c'est la situation à un instant donné, donc on considère plutôt que c'est comme une photographie. En l'occurrence, le bilan comptable est divisé en deux colonnes. D'un côté, vous avez le passif qui montre d'où viennent les ressources de l'entreprise. Et globalement, il y a deux types d'origine. Soit c'est des fonds propres, donc ça c'est l'argent que possède l'entreprise, soit parce que ce sont les propriétaires qui l'ont mis là au moment notamment de la création de l'entreprise, ou parce que
du fait de son activité, a décidé de mettre de l'argent de côté. Donc voilà ce que vous avez dans les fonds propres, hein. Le capital social, donc la valeur de l'entreprise possédée et apportée par ses propriétaires, et les réserves. Et vous avez les dettes, à plus ou moins long terme. Elles sont différenciées ensuite comme ça, mais globalement, vous avez les fonds propres donc, et les dettes. Et de l'autre côté, autre colonne, vous avez l'actif ou éventuellement les actifs, c'est-à-dire comment est-ce que les ressources qui viennent du passif sont utilisées. Et donc, par exemple, tout cet argent qui a été apporté par les propriétaires de l'entreprise ou par ses créditeurs au passif peut être ensuite utilisé pour, par exemple, acheter des titres financiers, pour prêter de l'argent. Éventuellement aussi, là on reste dans le cadre d'une entreprise financière, mais vous auriez évidemment aussi des actifs matériels, hein, type locaux, machines, etc. Et finalement, ce que l'on dit lorsqu'on a un ratio de solvabilité qui fait le lien entre les fonds propres et les crédits accordés, et en réalité, là je l'ai présenté sous sa forme la plus simple, hein, mais ce ratio de solvabilité, il est apparu lors des premiers accords de Bâle, et il a ensuite été raffiné, perfectionné lors des accords de Bâle 2 puis Bâle 3. Mais pour essayer d'incorporer un peu mieux les risques auxquels s'exposent les acteurs financiers, mais en gros, c'est de dire que lorsque vous prenez des risques, notamment en accordant des crédits, vous devez le faire au moins dans une certaine partie à partir de votre propre argent. Vous ne pouvez pas uniquement le faire en vous endettant, en disant je vais emprunter autant que possible et ensuite je vais m'amuser à accorder des crédits, à le placer sur les marchés financiers, à prendre des risques et finalement voilà, je vais jouer au casino avec de l'argent qu'on m'a prêté. Un peu dans cette idée-là. Et donc pour limiter cela, on a ce ratio de solvabilité qui dit que, en tout cas, voilà, par rapport au crédit que vous accordez, il y a une partie qui doit venir de votre propre argent. Mais on avait vu, parce qu'on avait parlé des paniques bancaires, qu'un acteur pouvait être solvable à long terme, c'est-à-dire avoir assez d'actifs qui valent assez cher pour pouvoir faire face à ses dettes, mais avoir un problème pour faire face à ses engagements à court terme, c'est-à-dire avoir un problème de liquidité. Vous avez des actifs, mais vous ne pouvez pas les vendre assez rapidement, en tout cas pas à un bon prix assez rapidement, pour pouvoir faire face à vos dettes et à vos sorties d'argent à court terme. Et donc ça, c'est un problème de liquidité, qui n'est donc pas la même chose, vous aurez bien compris, de la solvabilité, et il faut bien distinguer les deux. Donc si je dois définir cette notion de liquidité, je dirais tout simplement ce que je viens de dire. La liquidité est la capacité d'un acteur à faire face à ses engagements à court terme. Je répète, la liquidité est la capacité d'un acteur à faire face à ses engagements à court terme. En l'occurrence, donc, pour éviter qu'un acteur solvable rencontre une crise de liquidité, on va avoir aussi un ratio de liquidité. Alors vous en avez un à court terme, mais vous en avez un peu plus long terme, à moyen terme, qui en gros compare les actifs liquides de haute qualité, donc c'est-à-dire qui doivent être, vous pouvez les vendre assez rapidement, c'est pour ça qu'ils sont liquides, mais ensuite leur valeur doit être quand même assez certaine, parce que si vous pouvez le vendre tout de suite, mais que vous n'êtes pas sûr du prix, finalement c'est pas sûr que vous ayez assez d'argent à court terme pour faire face à vos engagements, par rapport aux sorties nettes de trésorerie sur les 3 derniers mois, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, vos actifs liquides de haute qualité doivent au moins être égales à vos sorties nettes de trésorerie. En tout cas la moyenne sur les 3 derniers mois. Donc évidemment, vous pouvez avoir des sorties qui augmentent brutalement, qui vont poser des problèmes de liquidité, mais en tout cas, de façon générale, dans vos fonctionnements réguliers, vos actifs doivent être assez liquides, vous devez en tout cas avoir assez d'actifs liquides pour pouvoir faire face aux sorties d'argent régulières. Donc ce ratio de solvabilité et de liquidité, c'est deux outils pour vérifier que les acteurs financiers sont globalement en assez bonne forme pour faire face à une crise financière. On pourrait citer d'autres outils. Vous avez par exemple la question du taux de réserve. Ça, c'est le pourcentage des dépôts des clientes et des clients que les banques doivent garder, doivent mettre de côté
par rapport au crédit accordé. Donc ça, c'est à la fois de se dire, vous devez garder un minimum de l'argent de vos clientes et de vos clients pour justement pouvoir faire face à leurs demandes régulières. Et aussi, ça permet du coup de limiter le nombre de crédits accordés, ce qui peut être en fait un outil aussi de régulation de la politique monétaire. En augmentant le taux de réserve, vous limitez la capacité des banques à accorder des crédits et donc vous limitez la création monétaire. D'ailleurs, ces questions de contrôle de la prise de risque par les acteurs financiers et politique monétaire, contrôle de la création monétaire, ce sont deux questions qui sont liées et voilà, le même outil peut servir de ces deux objectifs. Si on fait un petit bilan rapide des différents mécanismes qui existent, notamment dans le cadre de l'Union européenne, pour réguler l'activité bancaire. Donc on a ce qu'on vient de voir en gros, ce rôle de supervision bancaire par la Banque Centrale Européenne, qui va donc contrôler la solvabilité et la liquidité des acteurs financiers et de temps en temps effectuer aussi ce qu'on appelle donc en français des tests de résistance. En anglais, on appelle ça des stress tests pour en gros vérifier ce qui va se passer si une banque rencontre une crise financière et est-ce qu'elle est assez solide pour faire face à une crise financière, en gros. Vous avez ensuite aussi des obligations de renflouement interne. En gros, le but est d'éviter l'aléa moral et de dire vous pouvez prendre les risques que vous voulez parce que de toute façon, vous savez que vous allez être sauvé par soit la Banque centrale, soit les pouvoirs publics et d'État notamment. Et donc de dire que lorsqu'une banque se rapproche de la faillite, ce sont les actionnaires et les créditeurs qui doivent couvrir un minimum des pertes. Ce qui renvoie un peu d'ailleurs au ratio de solvabilité qu'on avait vu, mais dans un contexte différent. Vous avez aussi un fonds, mais qui est constitué du coup, comme vous pouvez le voir, par le secteur bancaire, qui peut être utilisé pour sauver des banques qui risqueraient de faire faillite et de déstabiliser le système financier, notamment le système bancaire. Donc là, à nouveau, cette idée que s'il y a des problèmes, il vaut mieux que ce soit vous-même qui payez pour résoudre ce problème plutôt qu'on ait besoin d'une intervention publique. Et enfin, les obligations de garantie des dépôts pour dire notamment aux clientes et aux clients des banques que ne vous inquiétez pas, même si votre banque fait faillite, elle est obligée de vous rembourser, en l'occurrence jusqu'à 100 000 euros. Donc si vous avez moins de 100 000 euros sur vos comptes, vous inquiétez pas, vous ne risquez de rien perdre, la banque va vous rembourser. Et si vous avez plus de 100 000 euros, en effet, vous allez perdre ce qui est au-dessus, mais vous serez au moins assuré d'avoir 100 000 euros. Pour éviter donc ce qu'on a vu, ces mécanismes de panique bancaire et de ruer vers les guichets. Donc là, on vient de voir un premier type de stratégie pour réguler le système financier. Limiter la prise de risque par les acteurs financiers et notamment leur demander de se protéger eux-mêmes contre les risques qu'ils peuvent prendre. Avec cette idée que si un acteur veut prendre plus de risques, il va devoir fournir des garanties et lui-même se protéger plus. S'il n'a pas cette capacité à avoir une protection supplémentaire, il ne va pas pouvoir prendre plus de risques. Le problème, c'est que vous avez aussi le risque systémique. Je rappelle ce que c'est. Le risque systémique, c'est le risque d'une crise financière qui est liée à l'interdépendance des acteurs financiers. Et vous ne pouvez pas avoir juste du coup une stratégie qui consiste à responsabiliser et à limiter la prise de risque des acteurs financiers de façon individuelle. Parce qu'à cause du risque systémique, un acteur peut faire faillite, pas à cause de ses propres actions, à cause de sa propre prise de risque, mais parce qu'il est lié à un autre acteur qui, lui, a pris des risques excessifs et qui, dans sa chute, entraîne du coup son partenaire. On l'a vu, par exemple, ce sont les banques américaines qui ont accordé des crédits subprimes qui étaient excessivement risqués, qui n'étaient clairement pas solvables, et finalement, des banques européennes ont souffert de la crise subprime aussi parce qu'elles avaient dans leur bilan, sans s'en rendre compte d'ailleurs, pas toujours en tout cas, mais des titres qui étaient liés au crédit subprime dont la valeur reposait sur les crédits subprimes. Pour lutter contre ce risque systémique, on met en place ce qu'on appelle une réglementation, une régulation macro-prudentielle.
Et c'est justement la crise de 2007-2008 qui a permis au pouvoir public de prendre conscience de la nécessité d'une politique macro-prudentielle afin de se protéger contre le risque systémique et de ne pas se contenter d'une politique qui cherche à limiter la prise de risque des acteurs, mais de façon individuelle et indépendante les uns des autres. Cette politique macro-prudentielle, elle passe par plusieurs outils qui souvent d'ailleurs sont assez proches des outils qu'on a vus auparavant, mais qui vont légèrement différer. Par exemple, on va avoir des exigences plus grandes en termes de liquidité ou de solvabilité envers ce qu'on appelle les acteurs systémiques. Les acteurs qui sont assez grands pour justement jouer un grand rôle dans le risque systémique. Ces acteurs qu'on appelle souvent too big to fail, c'est-à-dire que ce sont des acteurs tellement importants qu'on sait que s'ils font faillite, ça va déstabiliser le système financier. Et donc on sait que les pouvoirs publics, notamment la Banque centrale, va intervenir pour sauver ces acteurs. Et le problème, du coup, c'est l'aléa moral à nouveau. Ces acteurs savent qu'ils sont tellement bons que de toute façon, on ne va pas les laisser tomber parce que ça voudrait dire ruiner le système financier dans son ensemble. Et par conséquent, ils peuvent prendre plus de risques en disant de toute façon, je sais sauver. Peu importe les risques que j'ai pris. Donc, pour éviter justement ce problème d'aléa moral et aussi pour éviter que ces acteurs prennent trop de risques qui, de fait, aient des conséquences sur d'autres acteurs, notamment sur le système financier dans son ensemble, on va avoir des exigences plus grandes, plus sévères, plus strictes en termes de solvabilité ou de liquidité, par exemple. On va aussi avoir des exigences plus grandes lors de périodes de croissance. Peut-être que lors de périodes de croissance, où justement les acteurs financiers ont tendance à prendre plus de risques parce qu'ils se disent on est dans une période de croissance économique, tout va bien, tout le monde est en train de gagner de l'argent, donc je peux me permettre de prendre plus de risques, voire même il faut que je prenne plus de risques et que je promette du coup plus de rendement si je veux attirer des fonds. Et du coup, pour éviter que ce raisonnement qu'on appelle contracyclique, c'est-à-dire qu'on prend plus de risques en période de croissance où on ne devrait pas spécialement prendre, en tout cas pas autant, on va avoir des exigences plus grandes à nouveau en termes de liquidité, de solvabilité. On va aussi demander, comme on l'a un peu vu, aux acteurs financiers de se constituer des réserves, de se constituer un filet de sécurité dans ces périodes de croissance où tout va bien, donc protégez-vous contre les crises et contre les périodes où ça ira mal. Et enfin, on fait attention à la diversification des risques pris par les acteurs financiers. En gros, de dire si tous vos liens sont envers un type d'acteur ou envers un type de produit, si cet acteur tombe ou si la valeur de ces produits, de ces titres financiers s'effondre, vous allez tomber. Donc il faut diversifier vos risques. Ça, c'est un principe de base de la prise de risque et de la protection contre les risques. Je vous renvoie d'ailleurs au chapitre de première sur cette question. Il faut diversifier ces risques parce que si jamais il y a un problème, au moins vous allez peut-être, en gros, c'est le principe de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Si jamais vous perdez ce panier, au moins vous aurez d'autres œufs et donc d'autres ressources ailleurs. Voilà, donc si jamais vous placez tout votre argent chez un type, une organisation ou dans un type de placement financier et que cela s'effondre, vous allez être très exposé, donc il vaut mieux diversifier pour vous protéger. Voilà, donc ça c'était juste une présentation finalement un peu superficielle de la réglementation macro-prudentielle, mais je voulais quand même l'aborder. Et c'est tout pour cette vidéo et ce chapitre. Je vous souhaite par conséquent une bonne journée.